Chers internautateurs et internautatrices, amateurs de jeux et amateurs de livres, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute particulière, puisque j'ai dans les mains un ouvrage qui est sorti il y a très peu de temps, un ouvrage qui s'appelle le Dictionnaire Tolkien, qui a été écrit sous la direction de Vincent Ferret, qui est édité par le CNRS Éditions, c'est-à-dire au-dessus, il n'y a pas grand-chose, c'est-à-dire des chercheurs, des mecs, tu vois, qui ont un cerveau et tout ça et tout ça. Et la personne qui nous l'a amené, qui l'a lu, qui l'a parcouru de fond en comble, de la première lettre à la dernière, c'est ni plus ni moins que Monsieur Guillaume. Comment vas-tu bien, Monsieur Guillaume? Parfait. Alors les gens te connaissent un petit peu, Smart Game, tout ça, mais on sait aussi que tu as travaillé sur des traductions et certains jeux de société parlant des terres du milieu et de Tolkien. Donc quand tu as vu sortir ce dictionnaire, tu t'es dit « je vais me précipiter ». Tu l'as parcouru et tu nous as dit « il est super bien fait, c'est absolument génial, sauf quand on arrive à la lettre J comme jeu de société ». Et là le gars, malgré toutes ses compétences, et on le comprend, parce que c'est un univers, un secteur pas très connu, pas très appréhendé, même par les gens du CNRS, le jeu c'est... Le type aborde des jeux, mais vraiment de manière bizarre, il en a oublié peut-être la moitié, ou alors il a dit des trucs, je sais pas, tu vas nous préciser ça, parce qu'effectivement, Le Seigneur des Anneaux, c'est une licence que tout le monde connaît maintenant, grâce au fameux film, la trilogie qui est sortie il y a quelques années, et le retour de Bilbo qui est arrivé, le premier épisode est sorti il n'y a pas longtemps, le deuxième va bientôt arriver, donc tout le monde connaît Le Seigneur des Anneaux, alors qu'il fut un temps où seuls les geeks, les spécialistes avaient lu l'œuvre de Tolkien et avaient pratiqué le jeu. Moi-même, j'ai débuté dans le monde du jeu grâce à Tolkien, puisque j'ai joué pour la première fois de ma vie à un jeu de rôle qui s'appelait JRTM, le jeu de rôle des terres du milieu, qui se passait. D'ailleurs, il l'évoque, j'ai été jusqu'à la lettre J. Alors, il y a jeu vidéo, il y a jeu de société, il l'évoque, il parle les terres du milieu, la référence, etc., etc. Mais nous, on le sait bien, et surtout toi, car vous ne vous en rendez pas compte comme ça, mais cet homme est, comme dirais un peu, non pas malade, un peu pointu. Il a un gilet de hobbit et on va aborder tout un tas de sujets qu'il a ramenés dans sa voiture à lui, que ce sont ces objets à lui qu'il possède depuis maintenant un certain nombre d'années. Alors Guillaume, peux-tu nous apporter des précisions sur cette petite chose? Et puis on va rectifier un petit peu le tir, gentiment, c'est-à-dire qu'on va montrer aux gens la richesse de l'univers de Tolkien dans le monde du jeu, aussi large que varié. Jeux de rôle, jeux de société, jeux de plateau, jeux de figurines, wargame, tout ça, patati patala. Je te passe ce livre et vas-y. Donc, chers interlocuteurs, en effet, il fallait saluer le travail et le courage donc, des éditions du CNRS, d'avoir consacré du temps à éditer justement ce livre de Vincent Ferret, qui est l'un des spécialistes français du Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est pas quelqu'un qui vient de nulle part. C'est un professeur de littérature comparée. Le mec, il compare la littérature. Oui, ça fait une vingtaine d'années qu'il travaille sur l'ouvrage. L'ouvrage, c'est-à-dire l'œuvre de Tolkien. Donc, c'est bien pour ça que le CNRS lui a confié l'édition de ce dictionnaire, qui, en effet, est très bien fait, que j'engage toute personne intéressé par le milieu. Comment ça coûte? Je ne sais plus. C'est marqué derrière. Voilà, 39 €. 39 €. Si vous êtes fan de Tolkien, ça c'est à lire. Vous avez énormément d'informations. C'est vrai qu'en revanche, on peut juste regretter que sur ce domaine un peu particulier et pointu du jeu de société, du jeu de rôle, du jeu de cartes à collectionner, eh bien, voilà, c'est sans doute une des plus mauvaises rubriques, malheureusement, il faut le dire. Et l'œil, qui est le nôtre. Qui est le tien surtout, parce que moi, je n'ai pas été le lire. Ça ne nous a pas échappé, et c'est vrai qu'on en avoir parlé avec quelques amis aussi un petit peu férus du sujet. On partage tous, malheureusement, cette opinion, ce qui ne retire rien, bien évidemment, à la qualité de l'ouvrage, sachant que, bien évidemment, là, nous sommes dans un domaine qui est quand même celui de la licence. Le plus important, c'est quand même le travail de réflexion, le travail d'approfondissement des connaissances, des références, bien évidemment, qui sont citées. Donc, il passe tous les personnages, toutes les villes. Les thématiques propres au Seigneur des Anneaux. Donc c'est vraiment, c'est du beau travail. C'est un dictionnaire, ça commence à A et ça va jusqu'à Z. Exactement. Les cavernes des mondes souterrains, etc., etc. Donc il y a plein de choses. Moi, je vous engage bien évidemment à le feuilleter si vous le trouvez en librairie. Si vous êtes fan, si vous n'avez pas su que cet ouvrage avait été édité, achetez-le les yeux fermés. Voilà, nous, notre travail de journaliste nous amène juste à préciser ce bémol parce que, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse sur Trick Track. On est un peu les spécialistes du jeu. On est un peu pointu sur le secteur. Voilà, donc alors, ça c'était. Donc en fait, c'est notre clé. C'est la clé pour entrer. C'est la clé pour entrer. Maintenant, on va mettre ça de côté. Voilà, on va continuer. Et on va regarder voilà, ce que tu as. Voilà, alors d'autres choses dans le domaine de l'édition.
Alors dans le domaine de l'édition, je propose que nous débutions par ce qu'il y a de plus simple, ce qui est vraiment pour les enfants, la réédition de la bande. On part dans la littérature pour le moment. Voilà, là on est dans la littérature puisqu'on va poursuivre. Oui, tant qu'à y aller, allons. Voilà. Montre-nous ce que tu as découvert et ce qui est plutôt pas mal. C'est la réédition en fait chez Delcourt de la bande dessinée, la seule bande dessinée que je connaisse, alors, justement qui présente dans son intégralité, non pas le Seigneur des Anneaux, mais Bilbo. Voilà, donc célèbre scène. Voilà, exactement. Donc le jeu des devinettes. Donc cette bande dessinée avait été publiée à l'époque en 2 volumes. Elle a été réunie en un seul. Donc c'est parfait si vous avez en effet des enfants. Un trait qui est quand même stylistique, qui est assez simple. Énormément en revanche de texte, puisque c'est vraiment, ça reprend énormément de textes issus du livre. Et bien évidemment, ça s'achève avec ce que nous découvrirons pour ceux qui n'ont pas lu le livre dans 2 hivers, à savoir la fin de la trilogie autour de Bilbo. Ah, ça c'est fait, c'est une BD. Alors après, pour continuer sur Bilbo, parce que nous avons commencé à toujours Bilbo, dans la littérature. Toujours dans la littérature. Donc, là, tout ça c'est à toi, hein, bien d'accord. C'est des trucs que tu as acheté, que tu as mis chez toi. Tu as une salle spéciale. C'est ça. J'invite des amis. Alors certains se souviennent. Ah oui, tu en avais fait une petite présentation. On avait fait une petite présentation. Donc, ça c'est magnifique. Voilà, de ce que je considère. Alors maintenant, la différence avec la présentation que j'avais pu faire il y a quelques temps, c'est que ce livre a été traduit. Donc il a été traduit en français. À l'époque, il ne l'avait pas été. Maintenant, vous le trouverez en français avec énormément d'annotations. C'est donc c'est Bilbo en version annotée. C'est la référence. C'est pour ceux qui s'intéressent. Il y a tout. Il y a énormément de dessins, de compléments, de notes. C'est magnifique. Alors là, ce que je voulais en fait préciser, c'est que vous avez 2 éditions de Bilbo, toutes les 2 chez Bourgois, puisque Bourgois est le détenteur de la licence et de la traduction des droits pour la version française. Alors pourquoi 2 livres qui, somme toute, paraissent à peu près identiques? Eh bien parce que Bourgois a eu le courage de changer sa traduction. C'est-à-dire que vous avez sans doute lu, et d'ailleurs le même traducteur pour Le Seigneur des Anneaux, la traduction de Francis Ledoux, qui nous a marqué dans notre jeunesse. Et aujourd'hui, pour le Hobbit, années 70-80. Années 70, ouais. Et là, pour donc, la sortie du film… C'est marqué d'ailleurs, hein, ils n'hésitent pas. Voilà, ils n'ont pas hésité maintenant au cinéma, d'accord. Mais c'est surtout nouvelle traduction qui est indiquée. Donc ils ont changé… C'est un nouveau traducteur, donc c'est quelqu'un que malheureusement je n'ai pas encore rencontré ni interviewé, qui s'appelle Daniel Lauzon, qui a traduit le texte d'origine. Alors, je vais vous donner juste un exemple. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé le vocabulaire, il a amélioré, il a fait quoi? Il a gardé les noms français, Fontcombe et compagnie, ou non, il les a modifiés. Il a modifié un certain nombre de choses, puisque Fontcombe, donc pour parler de Fontcombe, a été traduit par maintenant Fond de Val. Ah ouais. C'est presque Fond et Val. Fond de Val, ouais. Voilà, puisque le fond de Val, au fond du Val. Ouais, et fond surtout, c'est-à-dire le Val qui est coupé comme ça, un peu à la serpe. Donc il a changé un certain nombre en effet de noms communs. Mais par rapport au film. Alors le film est basé plus sur… mais quand on va voir, parce que quand tu vois la VO et la VF, dans la VO, ça pose pas de problème, parce que les noms, c'est les noms originaux. Non. Mais dans la VF, ils ont appelé ça Fontcombe, il me semble, non? Ils l'ont appelé Fontcombe parce que c'était basé sur la traduction. C'est risqué. Donc c'est pour ça que je le précise. Si vous voulez tenter l'aventure… Alors, si vous voulez, je vous donne juste 2 petits exemples, parce que c'est assez intéressant en termes de traduction. Littérature comparée. Ouais, littérature comparée. De toute façon, je reprends des exemples que à peu près tous ceux qui ont lu le livre le connaissent, mais c'est pour vous montrer la différence. Donc le début, c'est « Dans un trou vivait un hobbit », ça c'était la traduction de Ledoux. Ce n'était pas un trou déplaisant, sale et humide, rempli de bouts de verre et d'une atmosphère suintante, non plus qu'un trou sec, nu, sablonneux. Sans rien pour s'asseoir, ni sur quoi manger, c'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Vas-y, lis exactement jusqu'ici. D'accord. Au fond d'un trou vivait un hobbit. Donc voilà, déjà, là, lui disait, dans un trou vivait un hobbit. Continue. Non pas un trou immonde, sale et humide, rempli de bouts de verre et de moisissures, ni encore un trou sec, dénudé, sablonneux, sans rien pour s'asseoir ni pour se nourrir. C'était un trou de hobbit, d'où un certain confort. Donc en fait, c'est un vrai travail de retraduction, parce que là bien évidemment, il utilise d'où un certain confort. Ledoux disait ce qui explique le confort. Donc le traducteur a fait un véritable… il a tout repris. C'est joli là. Oui, il a tout repris. Il a tout repris par rapport au texte, bien évidemment, d'origine, dans le sens où, selon moi, le vrai travail qui a été effectué sur cette traduction, c'est qu'il a essayé plus de s'attacher à un style qui ressemblait à ce qu'avait essayé de donner Tolkien à travers une phonétique. D'accord, c'est plus littéraire là. Littéraire plutôt qu'un style littéral. Et alors il y a un autre exemple qui est très intéressant, qui est
celui qu'on ne voit pas dans le film, hein, d'ailleurs, la chanson n'est pas dans le film, ouais, c'est ce que j'ai indiqué ici. Donc en fait, tu vois, je vais le lire là. Okay, alors, passe-moi la version anglaise, je vais juste lire 2 phrases en anglais pour vous montrer le travail qui a été fait. Tolkien était linguiste. Hein. Tout à fait, un linguiste. Donc un type attaché aux mots, à leur sens. Ouais. Et puis surtout quelqu'un aussi qui était spécialiste dans toutes les langues nordiques et aussi le vieil anglais. Donc en anglais, voilà ce que ça donne. Lorsque les gobelins en fait, mettent le feu aux arbres pour faire rôtir Gandalf et tous les nains après le passage dans Goblinville. Donc là, ils disent « 15 birds in 5 fir trees. Their feathers, les plumes, were feigned in a fiery breeze. » Alors ce qui est intéressant là, c'est évidemment les rimes. Alors maintenant, on va juste s'arrêter là pour vous montrer l'exemple de traduction entre les deux. Donc le doux, 15 oiseaux dans 5 sapins, leurs plumes furent agitées par une ardente brise. Alors, au niveau littéral et au niveau français, c'est tout à fait correct. En revanche, 5 sapins et ardente brise, ça rime plus. Ça rime plus. Et là, alors regarde, lui, il a fait 15 oiseaux dans 5 sapins, pris au piège comme des lapins. Là, alors que Tolkien ne parle pas du tout de lapin. Non, sauf que ça rime. Et tout le reste de la petite chanson va être en fait exactement sur le même mode. C'est-à-dire que ici, notre traducteur s'est attaché vraiment à suivre à la lettre l'esprit. Voilà, donc et toi, ça t'a plu cette traduction? Oui, ça m'a plu. Ok, voilà. Bon, c'est pas du jeu, mais dans la vie, il n'y a pas que le jeu. Non, il y a aussi... bon, c'est à la base d'un certain nombre de jeux dont nous parlerons tout à l'heure. Allons-y, la suite. Qu'est-ce que tu as d'autre? Alors, là, on va passer dans le dur. Là, on avait commencé pour les enfants, et puis là, on va passer. Parce que Bilbo est de la littérature enfantine au départ. Hein. Ouais, exactement. Alors. Ah oui, non, c'est ça. Comme je vous ai trouvé ceci. D'accord, 4 volumes. Alors ça ressemble à un truc en anglais, ça. Alors ça, c'est pour les vrais de vrais. C'est-à-dire pour ceux qui veulent tout comprendre à la genèse du Seigneur des Anneaux. Parce que là, on bascule sur le Seigneur des Anneaux. C'est chez Harper & Collins, donc un éditeur américain. Et ces 4 volumes que vous trouvez sans trop de difficultés, vous explique comment le Seigneur des Anneaux a été écrit. C'est-à-dire notamment avec des versions écrites par Tolkien, mais qui n'ont pas été éditées. Ah, les mecs les ont retrouvés. Ils les ont retrouvés grâce notamment au fils de Tolkien, qui s'appelle Christopher Tolkien, qui a tout conservé. Bien évidemment, il a des archives assez importantes autour de l'œuvre de son père, parce que c'était comme l'œuvre de la vie de son père. Et Harper & Collins a décidé en fait de compiler tout ça pour être une sorte en effet de guide sur la création. Un journal de création. Un journal de création. D'accord. Avec des noms qui ont été modifiés. C'est fou parce qu'il y en a aussi long que dans les romans, quoi. Oui, mais alors il y a énormément de choses. Ça fourmille d'informations. T'as tout lu? Non, j'ai pas tout lu. J'ai pioché parce que bon, c'est vrai que j'ai pas encore eu le courage ou j'ai pas eu les vacances pour le faire. J'ai pioché sur certains thèmes. Alors c'est-à-dire que les 4 tomes reprennent bien évidemment de manière chronologique l'épopée du Seigneur des Anneaux. Et on a des descriptions, on a des histoires alternatives comme en effet, comme je sais pas, j'ai quelque chose qui me vient à l'idée, mais le Palantir qui est jeté après la destruction d'Isengard, donc qui est récupéré par les hobbits. Et alors que là, dans l'une des versions, le Palantir est fracassé. Donc ça va du détail jusqu'à en effet des comportements, des traits de caractère tout à fait différents. Dans tous les cas, c'est pour ceux qui veulent fouiller, pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans l'exploration, dans cet univers, voilà, vous avez à matière. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut, 4 tomes. Ok, nickel. Alors, poursuivons par, parce que comme disait Napoléon, une bonne carte vaut mieux qu'une longue explication. Ça, c'est magnifique. Alors, voici un atlas qui a été édité par, alors l'origine en anglais, qui a été traduit en français. C'est le voyage de Frodon et de toute la compagnie, donc de la comté jusqu'à bien évidemment la montagne du destin. Et là, vous avez des cartes qui sont issues d'un atlas des terres du milieu que malheureusement je ne peux pas vous présenter aujourd'hui, mais qui existe, qui est absolument somptueux, qui vous donne toutes les informations nécessaires. Et là, vous avez, on va presque dire jour par jour, semaine par semaine, le voyage détaillé à travers ces cartes. Donc pour vous montrer exactement par où est passée la compagnie. C'est-à-dire que c'est un travail, en fait, ça a été un travail de fourmi, d'arriver à retrouver ce qu'ils ont fait, où se sont-ils arrêtés, qui ont-ils rencontré. Et donc ça, et voilà, et vous avez une centaine de pages. Et là, quand tu es amateur de jeu de rôle, c'est une tuerie, ça. Alors pour un amateur de jeu de rôle, dont on va parler juste après, c'est-à-dire que là, vous avez en fait, c'est une source d'information qui est indispensable. Pour n'importe quel scénario, là. Voilà. Alors là, c'est donc le livre est centré bien évidemment
autour, comme je l'ai précisé, de la compagnie et du voyage de la compagnie, voilà, Fontcombe. Mais il y a cet atlas des terres du milieu qui reprend exactement ce type de carte et qui, lui, dresse… les dénivelés. Ah oui, tous les dénivelés, tout qui est… on dirait des cartes de l'hygiène, ouais, tout à fait, ouais. Le Rohan, tout ça, voilà. Donc ça, pour ceux qui sont un peu rôlistes, bien évidemment, je ne peux que vous engager à rechercher ce type d'ouvrage. Voilà, alors, on passe tout en revue, hein. De toute façon, c'est simple. Et c'est vrai que ça a été un travail assez minutieux, puisqu'à chaque fois, vous avez ici, vous voyez, il y a des textes qui vous donnent tout un tas d'explications, et notamment quels sont les référents dans les livres. Hein. Donc, ce n'est pas du tout du travail qui est fait au hasard. Voilà, donc ça, c'est très bien. Amis rôlistes, ça, c'est fait pour vous. Voilà. Si tant est que vous jouiez encore voilà. Alors, le rôle des terres du milieu. Alors, justement, parlons-en. Le jeu de rôle des terres du milieu. Alors, ce que je te dis, moi, je me souviens de quand une des premières versions est sortie, j'ai débuté là-dessus, on était fin des années 80, quoi. Début 90. Ouais, sachant que le jeu de rôle, lui, fin des années 80 quand j'ai commencé. Avant, ouais, c'est ça. Avec un tout petit livre, mais c'était compliqué. Hein. Ouais, c'était un des jeux de rôle les plus pointus. Moi, j'ai commencé sur ça. C'était très rigolo. Et bien sûr, j'ai commencé par jouer un nain, d'où mon amour incommensurable pour les barbes. J'ai joué pour les barbes. J'ai joué avec un nain immédiatement. Et donc, ça, c'est quoi? C'est la réédition du jeu? Pas du tout. C'est le nouveau jeu de rôle donc, de notre ami Francesco Nepitello, qui est quelqu'un connu pour toutes les personnes qui sont un petit peu familières de l'univers, puisque c'est celui qui avait travaillé notamment sur le jeu La Guerre de l'Anneau. Et donc, Francesco, qui est un passionné de Tolkien, a décidé de travailler pendant des années sur le nouveau jeu de rôle du Seigneur des Anneaux. Alors là, vous avez la carte, en effet. Un bon joueur de jeu de rôle, la première chose qu'il fait, c'est qu'il recherche la feuille de personnage. La feuille de perso qui se trouve à la fin. Ok. Donc ce jeu de rôle apparu, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'année dernière. D'accord, c'est tout frais alors. C'est relativement frais et on retrouve… Alors, le jeu de rôle est un petit peu constitué d'une manière particulière, c'est qu'en fait il va présenter des territoires du monde du Seigneur des Anneaux et il va les décliner. Donc il y a déjà une extension qui est apparue sur justement Mirkwood. Et donc au début, on va découvrir petit à petit l'ensemble de cet univers du Seigneur des Anneaux, sachant que bien évidemment, là, on peut jouer des nains, on peut jouer des humains, on peut jouer des elfes. Ça reste quand même… Le système, tu l'as lu ou pas, toi? C'est des descentes et des 20, c'est quoi? Non, mais en fait, sur le système, on va se retrouver avec un jeu qui est quand même assez pointu à jouer, parce que là encore, on ne fait pas n'importe quoi. On est à des années-lumière, bien évidemment, de Pathfinder, de Donjons et Dragons. Okay. Donc là-dessus, on est vraiment plus sur de l'enquête et sur, en effet, de l'évolution. C'est-à-dire qu'on joue sur du temps long, avec la capacité aussi après à transmettre. D'accord. Donc là, ils nous ont sorti un nouveau jeu de rôle qui n'est pas le même que… D'ailleurs, ça s'appelle l'Anneau Unique. L'Anneau Unique, oui. Alors que moi, je jouais à JRTM, le jeu de rôle des Terres du Milieu. Ouais. Ok. C'est chez qui, ça? Alors, c'est Edge. C'est Edge qui le distribue? Ah bah oui, c'est Edge. Je suis bête. Ouais. C'est écrit là, regarde. C'est Edge. Regarde, note, tu l'as là. C'est pour embêter note que je fais ça. Ouais, là, voilà, c'est Edge. Puis ça pèse un âne mort. Hein. Alors, toujours dans les livres. Mais là, on est dans le jeu déjà. Hein. Là c'était le jeu de rôle, c'était pour faire le lien, mais on va revenir encore sur un support livre qui est centré autour d'un personnage assez étonnant que j'ai eu pour le coup l'occasion de rencontrer et d'interviewer, qui est quelqu'un qui s'appelle Édouard Closco. Alors Édouard Closco, c'est le spécialiste français des langues de Tolkien. Ah, le mec, il y a le pointu, mais l'ultra pointu. Alors, il y a l'ultra pointu, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui parle l'elfe. Voilà, qui sait l'écrire, avec qui sait le parler. Avec sans doute sa femme, ses enfants. Il se parle elfe. Chérie, tu as mis la table en elfe, ça avec peut-être des Américains, comme ça, s'ils parlent pas anglais, ils leur parlent elfe. Alors, Édouard, l'ouvrage, tiens, on va commencer par celui-ci. Alors, j'ai pris cet ouvrage-là parmi d'autres, parce qu'il en a écrit un certain nombre, parce que c'est celui qui, justement, est le dictionnaire des langues des hobbits, des nains et des orques. Donc ça, c'est en rapport avec le Hobbit, puisqu'on est un peu plus… Là, il y a le numéro de téléphone. Voilà, on va les cacher, sinon ça va sonner. Voilà. Mais bref… C'est en français. Hein, alors, c'est en français, et là, vous avez en effet… Regarde, c'est pas beau, une famille de nains. Une famille de nains. Vous avez tout un tas d'explications, mais surtout, vous avez une étude linguistique de ces langues. Avec… Il faut maîtriser la phonétique, j'imagine. Voilà, donc la phonie des racines du Kusdul, qui est donc le langage des nains. Donc c'est quand même assez remarquable, ça existe. Hein, donc là, c'est chez Arda, ce sont des ouvrages que vous pouvez trouver. Et l'autre chose, c'est que Closco, plus récemment, chez une autre maison d'édition, a sorti en effet une encyclopédie autour du monde des elfes. Ça, c'est pas des images récentes, ça. Hein. Non. Mais c'est pas récent, mais c'est beau. Et vous avez là encore de nombreux détails autour du monde des elfes. Alors ça, c'est un ouvrage qui peut être destiné aussi, par exemple, à des passionnés, mais aussi aux enfants, à un certain nombre
Donc un public beaucoup plus large. Bon, on retrouve des dessins d'Alan Lee. C'est fou de se dire quand même que ce monde ultra pointu il y a 30 ans est devenu super mainstream. Oui, complètement. Et puis ce sont des ouvrages qu'on peut retrouver en effet à la FNAC ou même dans des librairies spécialisées qui vont l'avoir. Et là, c'est vrai qu'on a là plein de détails. Donc là, on fait aussi un peu le lien par rapport au jeu de rôle dont nous avons parlé tout à l'heure, que ce soit le nouveau ou les anciens. C'est que vous avez des mines d'informations. Ah bah oui, si on veut parler Cusdul. Voilà, avec ses amis, si on joue des nains. Voilà, exactement. Hop, on y va. Vous apprenez ça, et puis il faudra prévenir le maître Parce que moi, je me souviens que la première fois que j'ai joué à JRTM, je ne connaissais pas le Seigneur des Anneaux en fait à l'époque. Et je ne savais pas trop que les nains avaient des aversions après les elfes. Mais depuis, je le sais, maintenant, je déteste tout ce qui est blond et tout ce qui est elfe. Mais on l'apprend parce qu'au bout d'un moment, après ma deuxième ou troisième partie, je me suis dit, bon, parce que c'était un jeu où les tenants et les aboutissants politiques étaient super importants. Exactement. Puisque tu vas dans certaines régions, il se passe des trucs, c'est parce qu'il se passe ça et ça et ça. Donc à un moment donné, tu ne peux pas jouer si tu ne maîtrises pas un tout petit peu. Donc lecture du roman, lecture de Bilbo, et puis un peu fouillage dans des bouquins qui étaient un peu moins costauds, un peu moins précis, un peu moins fouillés que ce qu'on peut trouver maintenant. Qu'as-tu d'autre? Alors, aujourd'hui, on ne va pas spécialement parler des jeux de cartes à collectionner. Il y en a plein. Qui tournent. En revanche, c'était juste pour rappeler, pour ceux qui peut-être ne le savaient pas ou l'avaient oublié, que, alors là, j'ai amené une petite figurine. Ouais. Voilà, une petite figurine. Regardez, là, on est dans l'ultra amoureux de l'univers quand même. Donc ça, c'est les fonds de combat. Pourquoi? Parce que depuis quelques années existe, mais bon, je n'apprendrai pas non plus grand-chose, chez Games Workshop, un jeu de figurines autour donc, du Seigneur des Anneaux, qui peut se jouer sans escarmouche, soit en bataille. L'intérêt, bien évidemment, du jeu, c'est que, pour le coup, en escarmouche, c'est un système de jeu qui est très simple, où on peut jouer avec des enfants de 8 ans. Alors après, il y a des règles qui sont un peu plus compliquées, notamment à travers les pouvoirs. Mais c'est vrai que ceux qui aiment bien les figurines, ceux qui se posaient la question, peuvent trouver leur bonheur à travers en fait, cette collection. Elle est chère, en revanche, ça c'est vrai que c'est une constante chez Games Workshop, on n'y arrive pas, mais c'est quand même relativement cher. Mais en escarmouche, ce qui nécessite en fait relativement peu de pions, ça reste abordable. Après, on aime peindre ou pas, mais il y a des techniques aussi de peinture qui sont assez rapides. Dans tous les cas, le jeu existe, il peut se jouer à plusieurs niveaux, en escarmouche simple, en escarmouche avec, comme je disais, avec des combinaisons plus complexes, et après en armée. Alors on va essayer de trouver peut-être des photos monstrueuses avec des tonnes d'armées, où là vous pouvez jouer avec plusieurs centaines de pièces. Voilà, par exemple, là, on a un petit... Et toi, ça vient du jeu, ça? Ça vient du jeu, ça vient du jeu. C'est un petit Moumakil qui permet d'aller reconstituer une bataille des Pélénors, mais ça peut être aussi tout à fait une escarmouche en Ithilienne. Voilà, par exemple, ça c'est sympathique. Ce sont la forteresse naine. Voilà, les nains une forteresse naine qui est prise d'assaut ou une tentative de prise d'assaut d'une forteresse. Il faut un peu d'argent là. Il faut un peu d'argent, un peu de temps. Mais dans tous les cas, le système de jeu est intéressant parce qu'il peut se jouer à plusieurs niveaux. Et c'est vrai que si on ne fait pas jouer des personnages qui ont des pouvoirs trop puissants ou avec justement des particularités un petit peu trop techniques, on arrive à jouer vite. Et c'est ce qui est intéressant. On lance du D6. C'est presque pas plus compliqué que ça et ça va relativement vite. Le voilà. Et donc voilà. Moi je pense que c'était intéressant juste d'en reparler. C'est pas réservé à une élite de joueurs de jeux de figurines. Voilà. Ça c'est toujours trouvable. Ils n'ont pas arrêté le. Non, ils n'ont pas arrêté. Ils continuent. Voilà. Ok. Alors tiens, on va l'envoyer. Tu mets tout là, comme ça je mets ça dans ma chambre après quand je rentre. Alors maintenant on va arriver sur le jeu de société pur pour revenir sur. Voilà. Alors je pense que. Ça, c'est un des plus connus. Alors ça, c'est Tilsit. Toi, tu as travaillé chez Tilsit. Oui, c'était à l'époque chez Tilsit lorsque nous l'avions édité, puisque ce jeu a été réédité là, chez Edge. C'est sans doute l'un des meilleurs jeux de coopération qui existent, un des meilleurs jeux aussi de Rainer Knizia. Donc cette quête de l'anneau pour aller donc le détruire à travers un système quand même relativement abstrait. On va pas tout déballer, mais il y a du matos, sur veux-tu, on voilà. Mais c'est un jeu qui est sorti maintenant il y a une dizaine d'années. Il y avait eu 2 extensions. Alors là, par snobisme, Fall m'a prêté celle en allemand qui s'appelle Defender. Ouais, non, mais ça y est, tu n'as pas de nom, moi aussi, alors je ne sais pas comment elle s'appelle en français. Ça y est, Les Forces des Ténèbres. Voilà. C'est poussiéreux parce que si je joue pas souvent, c'est un jeu coopératif. Donc Les Forces des Ténèbres avait paru peu de temps après. Ensuite, on avait une extension Sauron. Mais celle dont on a en fait très très peu parlé, alors ça tu peux le pousser, c'est celle qui s'appelle Champ de bataille, qui est sortie en fait en 2006 ou en 2007. Qui est passée un petit peu inaperçue, qu'on trouve encore. Donc pour ceux qui sont des fans de la série, sachez que ça, vous pouvez l'acheter et le jouer directement uniquement avec la boîte de base. Vous n'êtes pas obligé de posséder les 2 extensions. Mais si vous avez celle en fait sur les Forces des Ténèbres, vous pouvez également la jouer avec. Donc c'est quand même intéressant. C'est pas la 3e extension, c'est la seconde. L'intérêt de cette extension qui est multilingue. Là,
c'est chez FFG, là, tu l'as la version… Ouais, mais c'est commercialisé par Edge. Par Edge, pas de souci. Ce sont en fait des plateaux, qui sont des plateaux abstraits, que vous jouez en même temps que vous allez jouer le tableau d'activité principal. Comme dans Dune, quand on jouait avec l'extension Spaces. Ah, je n'ai pas joué. Ou Duel, il y avait une extension Duel à Dune. Tu as un petit plateau à côté où tu te fightais. Alors, en fait, on va avoir, ici, l'intérêt, c'est qu'on va avoir des ennemis. Donc, alors je les prends au hasard, hein, ne soyons pas très rigoureux. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, on va avoir des ennemis, et ces ennemis vont se déplacer sur ce plan de jeu qui est donc le champ de bataille. Et à chaque fois qu'ils vont arriver à un endroit, ils vont faire subir à la compagnie un certain nombre de désagréments. Donc par exemple ici, pour ceux qui se souviennent ou ceux qui y jouent toujours, lorsque l'ennemi arrive là, en fait, on est obligé de lancer un dé. Et le dé forcément est néfaste contre la compagnie. En revanche, on va pouvoir contre-attaquer avec par exemple Gimli, et si Gimli se retrouve ici, il va réussir à bloquer cet ennemi, sauf certaines circonstances. C'est-à-dire que ça rajoute une dimension très tactique au jeu, mais qui se joue exactement en parallèle avec le plan de jeu qui lui est afférent. Et donc, pour la compagnie, il faut réussir à jouer les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il faut essayer de détruire les ennemis qui sont ici, sachant que là, on est sur le dernier plan de jeu, au moment de la montagne du destin. Et en même temps, en effet, d'éliminer définitivement des ennemis. Donc, ça rajoute une composante. Ce jeu est peu connu, mais pour les fans, moi, je pense que c'est… Par exemple, Cédric et Thomas de Repos Production sont des fans incontestés et absolus du jeu coopératif Le Seigneur des Anneaux. Alors, ils l'ont. Je vais faire de la place à mes Donc, je le remonte pour ceux qui ne l'auraient pas vu. C'est celui-ci qui est moins connu. Alors, quoi d'autre? Alors, maintenant, on va passer dans une autre dimension. Ouais, on va commencer par… Tu veux ça? Ouais, alors, il y a ça. Non, l'autre. L'autre, le gros. Alors, vous vous souvenez… On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Pareil, c'était Tilsit, mais c'est plus Tilsit. Non, c'est passé après chez Asmodée. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est pour ça que l'extension, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est signé Asmodée. Voilà. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, La Guerre de l'Anneau, que sans doute vous connaissez, c'était de revenir un petit peu à la genèse. Et là, je vais vous montrer des boîtes qui valent un certain prix. Alors, tiens, ça sont les tiennes. Attention. Attends, on va les virer. Donc, ça, on a fait il n'y a pas longtemps, parce que c'est édité, je crois, par Ares aussi. On a un jeune homme qui est venu, un internaute, qui avait envie d'en parler. On est venu faire une petite explication, un survol de ce jeu-là. Donc, on le diffusera à un moment donné ou à un autre. D'accord. Voilà. Et donc, ça, avant de faire ça, il y avait ça. Il y avait ça que, bien évidemment, les spécialistes connaissent. Donc, le War of the Ring qui a subi plusieurs éditions. C'était donc chez SPI, vieil éditeur américain. De Wargame. De Wargame. Et il y avait donc une des extensions, c'était Gondor. Gondor, en fait, que l'on retrouve dans l'extension, justement, qui était celle des batailles du bataille du tirage. Ça doit être dans les années fin 80. Début 90, je dirais. C'est fin 80. Ça, c'est début. Non, ça, c'est 80, ça. Dans les années 80. Voilà, années 80. Et là, on est dans les années 2000, on va dire. Non, là, c'est en 2005 ou quelque chose comme ça. C'est les années 2000. 80-2000. Voilà. Il y a quasiment 20 ans d'écart. Et à l'origine, il y avait… On a fait des progrès quand même. Hein. Déjà, on met des trucs au dos, alors que là, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Puis les pions, c'est pas la même chose. Et donc, il y avait War of the Ring. Alors, bien évidemment… Si vous êtes un petit peu collectionneur, si vous voulez approfondir à la mécanique, faut réussir à retrouver… Alors, le truc que j'aime faire, c'est ça, moi. Ça sent le… Tu vois? Ça sent. Et fallait y aller. Voilà, ça, c'était de la carte. Tu les as achetés quand c'est sorti, toi? Ça, c'est de la carte. On sent en toi l'âme du wargamer qui aime bien… Voilà, ça, c'est de la carte. Elle a vécu, celle-là. Hein. Ouais, en même temps, elle est un peu d'occasion. Donc voilà, on reconnaît en effet la partie est du plan de jeu, hein, mais Et puis les pions, hein, c'est pareil, hein, c'est du… voilà, les pions, les gars, voilà. Ceux qui se plaignent de la qualité du matériel, regardez avec quoi on jouait dans les années 80, hein, je veux te dire… Voilà, ça, c'est de la carte. Voilà, et on plaçait des choses comme ça. Hein. Et nous, on place… Voilà, c'est ça. Là, on rêve, hein. Là, on est dans le rêve, là, on voyage. Des petites échelles, donc, pour permettre de faire des assauts. Ça sert qu'on a mis le feu à une ville. Bon, bref, c'est extraordinaire. Voilà, là, on nous vend du rêve, tu vois. C'est des petits jetons rikiki, et tu vois, il y a des… Là, c'est de l'huile. Pour allumer un feu, probablement. Voilà, échelle. Voilà, alors… Voilà la représentation de Faramir. Voilà, Faramir, voilà. Simple, Faramir est comme ça avec ses caractéristiques. Voilà, ça c'est Faramir. Alors, s'il vous plaît, un peu de respect pour les gens qui jouent avec ça, hein, d'accord? Tiens. Voilà. Dans tous les cas, ces jeux, on les trouve encore. Pour ceux qui vont à Essen, sachez que vous devriez être capable de les trouver chez les antiquaires. Ça se trouve aussi sur eBay, ça se trouve… Ah ouais, non mais c'est du délire. Ouais, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, c'est à l'origine du jeu de la Guerre de l'Anneau qui est une véritable réussite de la part de nos amis italiens. Mais voilà leur source d'inspiration. C'est
de temps en temps, c'est pas mal d'avoir un petit peu ce travail d'antiquaire, de ressortir. Oui, c'est bien. Mais en général, ça s'apprend quand on est un peu âgé finalement. Hein? Ouais. Qu'est-ce que l'âge pour un elfe? C'est ça. Hop. Pour un nain, les nains vivent vieux aussi. Les nains vivent vieux aussi. Alors, qu'as-tu d'autre? Alors, après, c'est la petite douceur, mais bon, là... Là, on va attaquer du lourd. Attention, mesdames, messieurs, un peu de respect, hein, j'entends, d'abord pour l'homme qui a porté cette boîte jusqu'ici, puisqu'a priori, il faut du bras. Et j'ai envie de poser la question, Guillaume, qu'est-ce que tu as de plus gros chez toi concernant le Seigneur des Anneaux? Ah, pardon, excuse-moi, j'allais me laisser aller. Mais je finis, continue ma phrase. Vas-y, montre-nous. Tu vois cette chose incroyable, énormissime. Je la mets debout? Oui, tu la prends, tu vas la mettre debout. Regardez bien ça. Alors voilà, c'est énorme, c'est gigantesque. Je fais pas exprès. Hein. Elle est super lourde. On va la dresser face à cette caméra. C'est parti. Voilà. C'est nous. Ça, on est derrière. Ça, c'est un jeu. C'est nous, ça. D'accord? C'est la version Deluxe de cette boîte que j'ai montrée tout à l'heure. Exactement. C'est la version Grand Luxe. Alors, il y a 2000 exemplaires fabriqués dans le monde. 1500 en anglais, 500 en allemand. Aucun n'a été fabriqué en français, en langue française. Et toi, tu en possèdes une. Et c'était vendu à peu près 500 €, c'est ça? Un peu moins, c'était vendu entre 350 et 400 €. Entre 350 et 400 €, vous aviez ça, mais c'est sorti quand? C'est sorti il y a 3 ans. 3 ans. Il n'y en a plus. Et maintenant, ça se vend sur eBay et autres trucs à la demande. Combien? Cher. Vas-y, dis 2 000 3 000 $. Peut-être plus. Voilà. Ça vaut à peu près 3 000 $ si vous en voulez un. Et Guillaume en a un. Il s'en sert d'oreiller chez lui. Et tu as joué avec. J'ai joué avec. Alors, on vous l'a dit, je vais montrer la version de base. Hein. C'est celle-ci. Ça a été fait par qui? Ça a été fait par Nexus. Nexus, voilà. Ça, c'est ce jeu-là, mais traduit comme ça. Alors déjà, ça, c'est énorme. Hein. Ça pèse un âne mort. Là, ça doit faire 6 fois le poids. Et vous allez voir, c'est comme un livre absolument hallucinant. C'est un livre, donc ça s'ouvre comme un livre. Voilà. On va le mettre là. Alors, fais attention, parce qu'il faut le bloquer. Tu veux un truc pour le bloquer derrière, pour ne pas être handicapé? Je vais le tenir. Alors voilà, on va déballer. Voilà. On va un petit peu déballer. C'est sous. Alors là, il y a les gens, ils vont voir les caméras et tout, parce qu'il y a du reflet partout. On va ouvrir. C'est comme ça, il n'y aura plus de reflet. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est justement le livret de règles qui est un vrai livret de règles pour le coup. Là, on se croirait dans... Voilà, c'est du... Voilà le livret de règles. C'est du luxe. C'est écrit en elfe. C'est écrit en elfe. Voilà. Et vous avez... C'est du beau papier, bien épais, etc. Tout en couleur, etc. Voilà, des gros pions, des vrais pions de 2 mm, bien en carton renforcé. Donc ça, c'est la première. Voilà. Un petit sac pour mettre toutes les tuiles du destin. Voilà. Alors ensuite, on va passer aux choses qui font plaisir. Allez, on va le mettre par-dessus, vas-y. Par-dessus. Alors ça, ce sont les figurines. Alors, car le jeu... Là, c'est des reflets, on est en train de faire un truc que jamais ne se fait. Voilà, alors ça, c'est votre lot de figurines que vous avez. Attends, on va les pousser là-bas derrière, comme ça on n'aura plus les reflets. Attention de ne pas le faire tomber. Voilà, donc dans un petit truc un peu matelassé. Et voilà ce que ça donne, quoi. C'est toutes les figurines, elles sont pré-peintes. Hein? Voilà, je vais monter un petit peu comme ça, est-ce que je peux l'avoir net là? Voilà, c'est pré-peint. Et elles sont toutes passées en revue, donc vous avez des méchants. Voilà, encore des méchants. Voilà, le roi sorcier donc dans sa version combattant. Le Balrog. Alors les gentils arrivent, hein. On va vous les donner, mais... Okay. Alors tiens, un petit chevalier du Gondor. Tiens, regarde, un petit chevalier du Gondor. Oh, mais sympa. Oui, c'est gentil les chevaliers du Gondor. Sympa les chevaliers du Gondor. Avec son arbre. Et puis comme il aime bien les nains, Fall, on va lui sortir un petit nain là. Non, les nains ne sont pas petits. Voilà. Ils sont ventrus. C'est ça. Voilà. Et donc comme ça, vous avez toutes les en belles figurines. Vous avez les bodés, les cartes qui sont... Les cartes qui sont des super cartes de tarot, c'est-à-dire plus grandes qu'à l'origine. Alors ça, on va ranger. Pas de boulettes. Voilà. On va passer ça ici. Prenons le temps. Soyons soigneux. Ouais. Hop. Voilà. Ça, on va le mettre ici. Ça, on va le mettre là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette version de luxe, l'une des extensions donc, de la boîte que l'on a vue tout à l'heure est fournie, c'est-à-dire notamment les factions. Là, les Ents. Alors, les Ents, les corsaires, les fameux corsaires de Umbar, les barbares du pays de Dune, et également les trébuchets de Gondor et les tours d'assaut du Mordor. Tout ça, évidemment, peint. Voilà, c'est assez joli, ça donne vraiment envie de jouer du coup. C'est-à-dire que, ouais, c'est vrai, alors après, je vais vous montrer la taille de la carte, des cartes. Oui, parce que du coup, là, vu la taille des figurines... Voilà, c'est-à-dire que là, on est passé aussi dans une autre dimension. Ok, hop, on va ranger ça à l'intérieur. On va ranger ça, puis on va montrer la carte. Alors, l'Ent était ici, lui, il doit être ici, et lui là. Non, lui, il n'est pas là. C'est le contraire. C'est le contraire. Tiens, ça, je te fais ça.
Hop. Voilà. Donc là, on a diverses troupes. Alors ici, on a tous les méchants. Tu veux qu'on en montre encore un petit peu? Vas-y, moi, il n'y a pas de souci. Tiens, hein. vas-y. On va faire baver. Hein. Regarde, les éléphants, les moumaks. Les fameux moumaks qui sont magnifiques, dans des couleurs chatoyantes. Où sont les wargs? Ben voilà, un petit warg, regarde, sympa. Les trolls. Et puis les urukai. Ah oui, le Urukai. Donc les trolls du Mordor et les fameux urukai de Saruman. Voilà, donc c'est vrai que jouer avec ces pièces, bon, c'est un vrai plaisir. C'était où ça? Je n'ai pas vu sortir. Hop, il était au bibi, il était là. Donc avec des socles de couleurs, bien évidemment, pour pouvoir les retrouver facilement. Ça, et là, on va attaquer, pour vous montrer un petit peu sur quoi on pose tout ça. Voilà. On va attaquer la double carte. Voilà, qui est super géante à mort. La double carte. Alors là, on n'aura pas la place. Je sais pas si on Parce qu'en fait, il faut avoir de la place, c'est choix pour jouer. Voilà, ça, c'est la première carte. Ça, c'est la première carte. Qui est plus grande. La moitié de la carte est plus grande que la carte complète de l'autre version. Bah en fait, elle fait deux fois. Voilà, un peu plus de deux fois, elle fait deux fois. Alors, ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez mettre. Alors, vous pouvez placer. Alors, elle est à l'envers, alors, vous pouvez placer sur cette carte toutes vos unités. Pour ceux qui connaissent le jeu, il y avait des petits marqueurs. Mais là, maintenant, plus besoin de marqueurs. Vous placez tout de suite toutes vos unités. Donc, comme ça, vous avez des gros tas. Voilà, c'est joli. On le rappelle, c'est un jeu à deux. Hein. Alors, ça se joue de 2 à 4. On peut jouer à 4. Mais en équipe, du coup. Mais en équipe, voilà, exactement. Deux manières de jouer à 4. Mais en revanche, à l'origine, c'est vrai que c'était un jeu qui était prévu d'être joué à 2. Pour jouer à 2. C'est vrai que c'est une version qui les gentils doivent aller foutre l'anneau dans le Mordor. Exactement. Et les méchants doivent choper la compagnie. Soit corrompre, soit détruire et gagner 10 points de victoire. Alors, voilà, maintenant vous avez vu ça, vous dites, c'est bon, on a fait le tour. Mais non. J'en ai encore, parce que l'année dernière... T'es un vrai fan absolu de la série. Non, mais là c'est un coup de chance, je suis tombé dessus, maintenant forcément je devais avoir mes petites antennes, mais je suis tombé l'année dernière sur l'extension parue de manière totalement... hasardeuse et incroyable, improbable. Non, mais c'est surtout qui est passé totalement inaperçu, aucune publicité. La dernière extension qui est également disponible de la Guerre de l'Anneau, alors vous pouvez jouer aussi bien avec cette version que bien évidemment avec l'autre version, qui est, que je n'arrache pas tous les fils, qui est en fait ceci, alors paru sous le nouveau nom de Ares, parce que Nexus... Oui, c'est ce que j'ai dit, on a reçu le jeune homme qui nous a expliqué comment elle fonctionnait. Et voilà, cette petite boîte, Lords of Middle-earth, et la dernière extension en date, non ça c'est moi qui l'ai rajouté parce que je trouvais ça joli, mais qui est la dernière extension en date pour pouvoir jouer donc, un certain nombre de règles supplémentaires, dont notamment Elrond. C'est-à-dire que maintenant vous pouvez jouer Elrond, et vous pouvez jouer également les personnages principaux du roman d'une manière plus fine. Et vous avez même une manière alternative de débuter la partie, c'est-à-dire juste après le Conseil Blanc. D'accord. Ce qui vous donne encore une autre richesse de jeu. Alors là, par exemple, on va jouer aussi Gothmog. Donc Gothmog qui apparaissait sous forme de carte dans le jeu, maintenant apparaît sous forme de personnage. Donc c'est-à-dire que pour moi, c'est une extension qui est absolument incontournable. D'ailleurs, elle ne coûte pas très cher, même si elle a été publiée en assez peu de titres. Elle doit être à 25 ou 30 €. Mais c'est absolument incontournable d'avoir pour les fans du jeu. Alors je ne sais pas si vous étiez au courant que cette extension existait. Et la dernière petite chose pour finir en beauté, c'est que, alors ça je ne sais pas où vous allez la trouver, parce que c'était une sorte de carte promotionnelle de Sylvebarbe, de Chulbeard. Le Lent le plus célèbre. Voilà, Lent le plus célèbre de la galaxie, qui arrive avec sa carte personnage, voilà, et son petit personnage, donc avec ses propres compétences. Alors ça c'est la dernière chose que j'ai trouvée. Tu l'as même pas ouvert, la carte collector. Non, j'en ai deux. Donc il y en a une fermée et une ouverte. Tu sais pas s'il en existe, mais toi tu en as deux, voilà. On ne va pas l'ouvrir parce que c'est collector. Voilà. Donc voilà, pour rajouter à l'intérieur. Là, on a fait le tour de tout ce que tu possédais sur le Seigneur des Anneaux. Non, pas tout, mais je vais montrer 2-3 petites choses, mais surtout de revenir sur en effet un certain nombre de tu as quand même été sur les lieux du tournage en Nouvelle-Zélande, etc., etc. Je me souviens que tu m'as montré des images du trou de Hobbit. Alors je vous rappelle, chers internautateurs et internautatrices, de quoi on est parti. On est parti de ceci, un excellent ouvrage signé Vincent Ferré chez CNRS Éditions, qui vous explique absolument tout sur le Seigneur des Anneaux, et une petite partie qui parle de jeu. Alors, on a essayé d'approfondir cette petite partie pour vous présenter un petit peu ce qui existait, en parlant de jeux de rôle. On n'a pas parlé des jeux de cartes, il y a un jeu de cartes chez Edge, je crois qu'il est un. Tout à fait. Un jeu de cartes évolutif, ils appellent ça. Tout à fait. On vous en parle régulièrement, donc on a montré un petit peu 2-3 trucs. Voilà, on avait envie de faire ça. En tout cas, Guillaume avait envie de faire ça, et nous, on n'est pas contre. On n'est pas contre chez Trick Track, contre les envies de gens qui maîtrisent quelque chose et qui ont une espèce de passion,
qui n'est pas vraiment une passion, puisque la passion, c'est monomaniaque. Mais toi, tu aimes les wargames, tu aimes le Seigneur des Anneaux, tu aimes tout un tas de trucs, en fait. C'est ça qui est fou. C'est beau. Ah ouais. Les gens vont te regarder d'un autre œil, Guillaume. Merci pour cette petite présentation. J'espère qu'on aura suscité des envies chez vous. En tout cas, on aura fait un petit état des lieux. Un peu de curiosité. Voilà. À bientôt peut-être pour une nouvelle expérience avec quelqu'un d'autre, ou pourquoi pas toi, sur un autre domaine. On va regarder cette caméra droit dans l'objectif et dire ça veut dire en elfe.